Alors, chers amis, chers camarades, bonjour et bienvenue sous le stand sec du Parti de gauche. Et nous avons le plaisir cet après-midi d'entamer un débat qui nous tient à cœur évidemment au Parti de gauche, puisque la question de la 6e République est évidemment au centre de notre lutte, de notre bataille idéologique, de notre bataille politique depuis de nombreuses années. Et nous allons aujourd'hui essayer de décortiquer une question qui fait partie de la lutte, de cette perspective, disons, politique que nous cultivons depuis toujours, qui est celle d'une 6e République, à savoir la question des droits. De nouveaux droits pour le peuple. Pourquoi ? Alors on pourrait penser que cette question-là est un peu mettre la charrue avant les bœufs, que après tout c'est faire le match avant le match. Mais non, parce que la question des droits, c'est précisément une question qui ouvre le débat d'une manière privilégiée pour ce que nous avons à faire. C'est une question qui oblige à repenser l'action politique en faveur de la 6e République dans une perspective historique, d'abord, et je vais vous expliquer pourquoi, et puis dans une perspective aussi créatrice, c'est-à-dire qu'on va être dans un débat créateur d'une culture de droit, d'une culture politique dans laquelle le peuple redevient souverain. Alors, d'abord, une culture historique, du moins un débat qui a une portée, une portance historique. Pourquoi ? La question des droits en France, c'est une question de rupture. C'est-à-dire que les déclarations de droits, elles sont apparues à un moment où précisément il était question de rompre avec un ordre ancien. Et que lorsque la première déclaration des droits du citoyen a été promulguée, c'était précisément le moment, ça coïncidait avec le moment où il fallait en finir avec un ordre dans lequel la souveraineté n'était pas celle du peuple. La souveraineté en vigueur, c'était la souveraineté, une souveraineté en tout cas qui a été confisquée, qui n'avait rien à voir avec la question du pouvoir du peuple, du pouvoir populaire. Et donc, ce qu'on a trouvé comme idée ou comme astuce, c'était précisément de conférer un pouvoir au peuple, où le peuple a décidé de s'en emparer en se donnant des droits, puisque ici, droit est quasiment synonyme de pouvoir. Et donc, je pense que traditionnellement, on a ici, avec une lutte pour de nouveaux droits, on a vraiment une tradition, j'ai un peu honte de ce mot, mais j'ai pas de mot français pour le dire, d'empowerment, c'est-à-dire d'investissement d'un pouvoir dans le peuple qui serait celui des droits nouveaux. Alors ça a été le cas donc, en 1789 pour rompre avec une souveraineté qui n'appartenait pas au peuple, et donc qui a été le moyen de transférer cette souveraineté dans le peuple. Ça a été le cas aussi, on pourrait le penser, avec le préambule de 46, qui lui-même était la suite en fait d'une déclaration des droits qui n'a jamais vu le jour en 1945. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agissait encore à ce moment-là de rompre avec une tradition autoritaire, une tradition dans laquelle le peuple, la souveraineté, n'appartenait précisément pas au peuple. Et donc, revendiquer des droits, conférer des droits par le biais d'un texte constitutionnel, eh bien ça a été l'occasion précisément de rendre ce pouvoir au peuple. Et donc aujourd'hui, d'un certain point de vue, on se retrouve un peu dans cette situation, c'est-à-dire que l'idée de passer d'une 5e à une 6e République, notamment en conférant de nouveaux droits au peuple, eh bien c'est encore une fois rompre avec une tradition qui a, pas une tradition, avec une façon d'exercer le pouvoir dans laquelle la confiscation du pouvoir au peuple était de mise. Et c'est bien le cas de la 5e République, dont on a dit qu'elle était oligarchique et qu'elle avait finalement abouti à déposséder, priver le peuple de ses droits. Voilà. Donc, commencer un débat sur la 6e République par la question des droits, conférer de nouveaux droits dans le cadre d'une 6e République, c'est rompre avec la confiscation de mise aujourd'hui, en vigueur aujourd'hui. Voilà. Donc, ce n'est pas un à côté, c'est une question évidemment essentielle pour cette première raison. Et puis, je dirais que c'est aussi une question essentielle parce que parler des droits, c'est aussi cultiver l'implication populaire. C'est-à-dire que ça ouvre des débats, bien que tout le monde peut aborder.
Parce que, évidemment, j'ai un titre, moi, comme n'importe qui, à l'égal de n'importe qui, j'ai un titre pour parler des droits qui sont les miens. Hein. Je suis un citoyen ou une citoyenne, je suis une femme, un être humain, j'ai des droits. Hein. Et donc, à ce titre, je suis éligible. Hein. J'ai la parole. J'ai un titre à parler des droits. Donc, le débat se retrouve égalisé de cette manière-là, du fait qu'il porte sur les droits que je possède en tant qu'être humain. Donc c'est en ça que c'est aussi une question qui nécessairement, forcément, va impliquer le grand nombre. Hein. C'est donc c'est aussi une stratégie en fait de conquête du pouvoir que je trouve absolument essentielle. Alors aujourd'hui, on ne va pas peut-être parler de tous les droits possibles et imaginables à inscrire dans une future constitution. En revanche, on va peut-être parler des principaux, en tout cas de droits absolument essentiels parce qu'ils permettent de parler aussi du projet de société que nous voulons, et que Pierre Crétois, qui est chercheur en philosophie politique, va pouvoir aussi un peu défricher la question d'une notion plutôt que d'un droit, mais il va justement déduire un certain nombre de droits. Mais la question de la propriété ou la question de l'appropriation, évidemment, détermine la forme de société dans laquelle nous vivons. Et donc c'est quelque chose que tu vas pouvoir évoquer ici dans un premier temps. Et ensuite, Raquel Garrido, qui est avocate, mais on la connaît, c'est aussi une militante responsable au sein du Parti de gauche, mais c'est aussi quelqu'un qui a, au travers d'un ouvrage qui va sortir bientôt, va pouvoir aussi... le guide citoyen, le guide citoyen pour une 6e République, qui va pouvoir aussi évoquer son cheval de bataille principal, et on la connaît aussi beaucoup dans ce rôle de revendication, c'est-à-dire le droit de révoquer les élus. Et donc, finalement, tu vas parler de ce qu'on pourrait appeler d'une catégorie de droits particulière qui est très importante lorsqu'il s'agit de réhabiliter la souveraineté populaire, c'est-à-dire les droits politiques par essence. Hein, les droits politiques que tu vas pouvoir détailler dans un second temps. Donc je vais d'abord donner la parole à Pierre Crétois à propos de la question de l'appropriation du droit de propriété notamment. Merci beaucoup. Merci de me donner la possibilité de parler au sujet du droit de propriété, aussi au sujet des droits fondamentaux en général. Tout d'abord, au sujet de la constituante, on pourrait avoir le sentiment qu'au fond, c'est ce que disait Charlotte, c'est une manière de mettre la charrue avant les bœufs. Autrement dit, d'essayer de modifier la superstructure, pour parler en termes marxistes, avant même d'avoir travaillé sur les rapports de force économique, sur les rapports de production qui constituent l'infrastructure. Je pense que c'est en partie vrai, mais en grande partie aussi erroné. Parce que pour peu qu'on défende de nouveaux droits ou un nouveau type de rapport de pouvoir, ça ne manquera pas de produire des oppositions. Parce que si on veut transformer les institutions dans un sens qui est incompatible avec les intérêts de certains, mécaniquement ils vont s'y opposer. Donc je pense que c'est essentiel de penser aussi la transformation sociale à partir de la transformation institutionnelle. Donc ça c'est le premier point, pour rappeler à quel point, à mon sens, en tout cas, la question institutionnelle, la question de la constituante, c'est plus qu'institutionnel, hein, c'est aussi un mouvement par lequel le peuple se constitue en peuple, est essentiel. Par ailleurs, pour ce qui est de la question plus précise des droits fondamentaux, au fond, ces déclarations de droits fondamentaux qui ont précédé, à l'exception de la Constitution de la Troisième République, qui ont précédé, qui ont servi de préambule aux constitutions françaises, ont toujours été essentielles d'un mouvement d'institutionnalisation et de constitution du peuple. Ceci dit, la Déclaration des droits de l'homme de 89, qui sert en tout cas en France de modèle, a pu être critiquée d'abord, à juste titre, et d'abord par Marx, alors aussi par les contre-révolutionnaires, par des philosophes comme Bentham, etc. Au nom de quoi cette déclaration a été critiquée? D'abord au nom du droit de propriété,
en raison du droit de propriété, mais aussi parce qu'elle a pu être considérée comme une déclaration qui permettait aux individus de se séparer du reste de la société. Une manière pour les individus de considérer qu'ils ne devaient rien qu'à eux-mêmes et qu'ils avaient des droits absolus et aucun compte à rendre au reste de la société. Alors c'est une interprétation possible de la Déclaration des droits de l'homme de 89, eu égard à certains de ses aspects. Et d'ailleurs c'est pour ça que Marx disait que, au fond, les échanges, le libre-échange, les échanges capitalistes sont l'Éden des droits de l'homme. Alors c'est une déclaration étonnante, mais qui peut se comprendre si on a une certaine interprétation de la Déclaration des droits. Et c'est contre cette interprétation pour proposer une sorte de nouvelle frontière qu'il me semble important de repenser la question des droits fondamentaux. Alors comment est-ce qu'on peut repenser la question des droits fondamentaux ? D'une manière qui me semble, au fond, considérer que l'homme n'est pas l'individu, n'est pas un être à qui on doit simplement reconnaître un pouvoir de se séparer, mais aussi un être dont on doit considérer les conditions sociales de l'accomplissement. Et dans ces cas-là, on pense d'autres droits que le droit de propriété. Mais, par exemple, des droits d'accès, droit au logement, droit d'accès à l'énergie, etc. Parce que l'idée, au fond, c'est qu'un homme est un être social, un être de société, et que la société peut constituer pour lui aussi bien un élément d'empêchement de son accomplissement, ou au contraire un élément facilitateur. Et c'est à ce titre-là que la société comme ensemble a une énorme responsabilité quant à l'accomplissement individuel. Et c'est à ce titre qu'il s'agit de repenser les droits de l'homme en essayant de voir comment, à travers des nouveaux droits, notamment des nouveaux droits sociaux, c'est-à-dire des droits créances, l'idée que les individus ont des droits à quelque chose, ont des droits à une vie accomplie, qu'on peut repenser les droits de l'homme comme autre chose qu'un simple droit individualiste de se séparer du reste de la société, mais au contraire qui permettent de repenser la place de l'homme au sein de la société et le rôle de la société à l'égard de l'accomplissement humain. Et c'est ça qui me semble être une nouvelle frontière pour penser les droits de l'homme. Alors c'est pas simplement abstrait, il y a des mouvements dans ce sens-là qui se sont déjà amorcés dans certains pays du monde, notamment en Équateur. La Constitution de 2008 d'Équateur porte à son titre 2 un certain nombre de considérations sur le bien vivre, le buen vivir. Et dans ces considérations sur le bien vivre, il y a l'énumération d'un certain nombre de droits fondamentaux nouveaux, qui sont des droits que la société garantit aux individus parce qu'elle prend conscience que ce sont des conditions de leur accomplissement. Notamment le droit à une nourriture équilibrée, le droit à une eau non polluée, et on sait à quel point c'est important dans un cadre où les ressources en eau sont de plus en plus privatisées, notamment en Amérique du Sud, le droit d'accès à un environnement non pollué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'aperçoit aussi qu'un certain nombre de grandes questions que l'on se pose, notamment sur la justice environnementale, peuvent être en partie traitées par l'introduction et la promotion de nouveaux droits sociaux. Si on dit à une population qu'elle dispose d'un droit, que ses membres disposent d'un droit inaliénable et sacré d'accès à un environnement non pollué, ça donne à chacun des membres de cette société un pouvoir d'agir contre les sociétés polluantes, par exemple. C'est notamment ce qui s'est passé encore en Équateur, avec ces arguments-là des droits fondamentaux nouveaux ont été mobilisés pour défendre les populations autochtones contre la société chevron qui était source d'une pollution de territoires indigènes. Et ça semble être, il me semble, un point extrêmement important. Tout ça pour vous dire, encore une fois, que penser des déclarations de droits, c'est effectivement avoir une conception individualiste, j'utilise un gros mot parce que je l'ai vu, une conception individualiste des buts de la société politique. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'une société politique? Quel est son but? Sinon, permettre l'accomplissement humain, c'est-à-dire mettre l'humain d'abord, d'une part,
et éviter que les conditions qu'elle met autour des individus ne constituent un empêchement à leur accomplissement, parce que c'est ça la société. Au fond, l'idée c'est l'idée de solidarité. Qu'est-ce que signifie la solidarité? En un sens juridique, la solidarité, c'est l'idée que si un des membres d'une société fait défaut, les autres assument pour lui. Et au sens sociologique, la solidarité, ça signifie que tous autant que nous ne sommes pas des self-made men ou des Robinson. Pour être ce que nous sommes et pour avoir ce que nous avons, nous dépendons d'échanges, nous dépendons de conditions sociales. Et c'est à ce titre-là que la société et sa structure a une responsabilité, mais pas en pensant les structures abstraitement, mais en pensant les structures comme des conditions essentielles de l'accomplissement. Dans ce cadre, on peut évidemment penser la place et repenser la place du droit de propriété. Pourquoi le droit de propriété est-il essentiel, et il est toujours essentiel de le mettre en débat? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, effectivement, le droit de propriété, au moment où il a été introduit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, visait à protéger les individus, notamment ceux qui exploitaient les terrains, contre le pouvoir des seigneurs. Les seigneurs disposaient de droits de chasse, disposaient de droits de lever l'impôt, etc., qui pouvaient être le droit de faire la loi, qui pouvaient être des droits excessifs, opprimant les individus. Donc en reconnaissant le caractère absolu, inaliénable et sacré du droit de propriété, il s'agissait bien d'un combat pour l'émancipation, dans un contexte donné. Mais aujourd'hui, on voit aussi à quel point avoir libéré à ce point-là le droit de propriété de toute exigence sociale rend les propriétaires des capitaux, donne aux propriétaires des capitaux le pouvoir de décider de façon absolument unilatérale de prendre des décisions au sujet de biens, par exemple d'entreprises, dont l'usage a des conséquences non négligeables sur le reste de la population, et pas seulement les employés. Pas seulement les employés. Quand, au fond, la société des actionnaires est capable de décider d'une stratégie entière de l'entreprise, en mettant en minorité, même s'il y a des représentants des employés, les employés, mais aussi la société civile. Prenez une société polluante. Évidemment, les riverains sont aussi concernés par les conséquences des décisions qui sont prises au sujet de la stratégie d'entreprise. Au nom de quoi la société des actionnaires a-t-elle le droit d'exclure toute personne concernée par les décisions qu'elle prend de la prise de décision même? Et c'est pour ça qu'au fond, on ne parviendra jamais à réouvrir la question de la démocratisation, notamment de l'économie, si on ne remet pas en cause, en partie au moins, la question du droit de propriété, en tant qu'il permet à certains individus de monopoliser la décision quant à certains biens. Et donc, voilà, Et donc, à mon avis, ça me semble être essentiel. Et donc, je conclurai aussi sur cette espèce de concordance des temps. Parce que la discussion sur le droit de propriété, elle n'est pas nouvelle. Depuis la chute du mur de Berlin, elle est passée de mode. On la considère comme, au fond, une idée passéiste à laquelle on a eu raison de renoncer. Mais non, il me semble que Robespierre avait déjà fourni des éléments de réponse à ce que pouvait être un droit de propriété dans un contexte démocratique et républicain. Un droit de propriété dans un contexte républicain, c'est-à-dire dans un contexte où on pense sérieusement l'articulation des droits individuels et de l'intérêt commun. Ce droit de propriété n'est pas un droit absolu de l'individu et sans limite, car même le droit, même la liberté, droit naturel et sacré de l'individu, est pensé comme limité dans la Déclaration des droits de l'homme, mais pas le droit de propriété. C'est la raison pour laquelle Robespierre avait proposé 4 amendements pour réécrire l'article 17 de la Constitution de 1789 portant sur le droit de propriété. Et notamment un amendement où il disait que le droit de propriété, c'est le droit pour les individus de jouir de la portion des biens qui leur a été concédée par la loi. Autrement dit, subordination du rapport de chacun au bien aux conditions réglementaires définies.
Et ça me semble être un point défini démocratiquement et de façon républicaine. Ça me semble être un point essentiel que l'on peut remettre en débat sans pour autant apparaître comme des gens qui essayons de remettre au centre un débat passé. Je crois que c'est un élément essentiel de la démocratisation de notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. Je laisse la parole à Raquel, qui a déjà été présentée, je vous le redis, avocate, membre du PG, et qui publie un livre à paraître bientôt qui s'appelle Le Guide citoyen de la 6ème République, qui n'est pas encore disponible, mais qu'on vous invite à acheter dès qu'il sort, parce qu'il sera un ouvrage très intéressant pour notre combat. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Manu. Je suis ravie de la nouvelle proposition de définition que vient de proposer Pierre Crétois. Elle n'est pas nouvelle puisqu'il l'a dit lui-même, elle vient de Robespierre. Mais qu'est-ce que ça donne envie d'y être dans la Constituante pour prendre le stylo et écrire maintenant, vraiment, concrètement, cette nouvelle définition de la propriété. Ça donne envie vraiment de le faire là. Et c'est tout l'objet de notre débat, de notre action, c'est qu'on puisse le faire bientôt, en 2017. Alors, dans cette mobilisation pour convaincre nos compatriotes que l'heure est venue d'abolir le régime politique dans lequel nous sommes, qui porte un nom, c'est un régime oligarchique, c'est-à-dire qui concentre sur peu de personnes le pouvoir politique et économique, pour les convaincre de venir dans cette bataille pour abolir la Ve République, il y a besoin de donner à voir ce que nous construisons. Ce n'est pas simplement un mouvement d'abolition d'un ancien régime qui est important et qui s'appuie sur comment dire, une compréhension commune que la Ve République nous dépossède de nos droits. Mais attention, l'expérience militante nous a montré qu'il ne suffit pas de décrire les méfaits de la Ve République pour que nos compatriotes rentrent dans une bataille de construction et de coélaboration des nouveaux droits qui sont ceux de la Ve République. En réalité, vous qui êtes chez vous là dans vos communes et vos tâches militantes, vous avez peut-être senti comme moi que lorsqu'on décrit la dépossession civique, ces hommes et femmes politiques qui trahissent leur programme, qui mélangent intérêt particulier et intérêt général, qui ont des comportements peu exemplaires, hein, la boulimie cumularde, le mensonge, etc. Eh bien, ce que ça génère, c'est de l'abstention. C'est de la résignation, c'est cette idée de se dire oh, de toute façon ils sont tous pareils et puis je reste chez moi avec mes copains, ma famille. Pire encore, ça peut alimenter des comportements clientélistes, c'est-à-dire je voyais par exemple Pierre en parlait avec les camarades de Corbeil-Essonnes, Dassault à Corbeil-Essonnes il achète tout le monde. Alors pourquoi quelqu'un qui a peu accepte le petit billet, il se dit dans le fond ils sont tous pareils, ils sont tous corrompus, donc voilà, pourquoi moi je serais le seul idiot à pas accepter le petit billet. Donc cette culture-là, pour l'abolir, nous avons besoin de donner à voir ces nouveaux droits qui seront caractéristiques de la 6ème République. Et moi, je voudrais parler d'une revendication qui semble pour moi être la plus efficace pour convaincre. C'est cette idée que, puisque la 5e République concentre dans la tête du président tous les pouvoirs sans aucune contrepartie, et donc dans un phénomène d'impunité politique absolue, alors la marque de la 6ème République doit être les outils, l'existence d'outils de participation directe des citoyens entre les élections. Voilà, c'est-à-dire d'une part on a la 5e République où tu votes et après on te dit salut, on se revoit dans 5 ans. La 6ème République, c'est la souveraineté au peuple tout le temps, parce que autrement nous ne sommes pas une république. Être très clair sur le dessus. La définition de la République, c'est que la souveraineté réside entre les mains du peuple. Vous savez, la définition de la souveraineté, c'est la souveraineté, c'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Eh bien, nous, le peuple, si nous ne voulons pas de maître, alors il faut qu'on ait une laisse courte vis-à-vis des gens auxquels nous donnons du pouvoir de nous représenter. Le droit de révoquer les élus, qui est un droit qui existait à la Révolution française, ça s'appelait le rappel. Droit qui a été introduit dans les constitutions d'Amérique latine, qui ont été le fruit d'assemblées constituantes dans les années 2000, au Venezuela, en Équateur, en Bolivie. Ce droit-là, c'est le bouleversement du rapport aux politiques.
entre les citoyens et les élus, entre les citoyens et les partis. Parce que vous verrez, vous qui êtes ici, souvent vous êtes des militants, vous faites souvent des campagnes électorales. Là, peut-être qu'en décembre, vous ferez une campagne électorale, les élections régionales, là où vous serez. Et alors, vous avez le choix entre dire votez pour nous parce que vous pouvez nous faire confiance, hein, nous on est très honnêtes, il n'y a pas de souci, on a un super programme et en plus on va le respecter, et puis on ne met jamais l'argent dans notre poche, on n'accepte pas les privilèges, on n'est pas soumis au lobby, etc. Bon, vous pouvez le dire, et puis vous pouvez penser que les gens doivent vous croire, voilà. Je vous mets en garde, hein, je pense que cette méthode-là, elle est épuisée. Les gens ne nous croient plus sur parole. Et ils ont raison. C'est Albert Einstein qui disait que faire une chose une fois, 2 fois, 3 fois et espérer à chaque fois un résultat différent, c'est la marque de la folie. D'accord? Donc les gens, ils ont voté 1 fois, 2 fois, 3 fois en faisant confiance, ils ne font plus confiance. L'alternative, c'est de dire, madame, monsieur, je ne vous demande pas de me faire confiance. Je ne vous demande pas de nous faire confiance, puisque j'accepte le principe de ma propre révocabilité. J'accepte d'être révocable. Et toutes les personnes qui sont sur cette liste acceptent d'être révocables, sinon elles n'ont pas leur place sur cette liste. Et là, vous allez voir que c'est tout de suite un rapport différent. L'oreille qui se tend. Ah bon? Parce que vous changez le rapport d'investissement. Le problème n'est pas la vertu du candidat, le problème est l'implication de l'électeur et sa façon à lui de contrôler le pouvoir politique à partir du moment où il en a le pouvoir. Voilà donc, pour moi, la première mesure qui est la marque de la 6e République. Une dose de démocratie directe réelle, la laisse courte. Alors évidemment, pas à tout bout de champ, pas dès le lendemain d'élection, hein, pas 15 000 fois pendant le mandat. Tout ça, ça s'organise. Tout ça, c'est une discussion technique et l'intendance suivra. Mais l'important, c'est que nous là-dessus, nous fassions notre propre bouleversement culturel. C'est-à-dire que nous n'ayons pas cette idée de dire « Ah, mais alors, ça va générer de l'instabilité, nous allons peut-être être révoqués, nous !» D'abord, et alors? Si on le mérite, tant pis, il faut assumer. Et surtout, ce qui compte, c'est qu'on puisse révoquer les autres. C'est que ceux qui mentent aujourd'hui puissent être révoqués. Bon, donc, très important de faire notre propre changement culturel. Je veux signaler que dans les expériences en Europe de changements politiques importants, intéressez-vous à ce qui s'est passé à Barcelone. La victoire de la liste Barcelona en Comú, dirigée par Ada Colau, elle a commencé 1 an avant l'élection par un travail de coélaboration d'un code éthique. Ce code éthique a été discuté physiquement dans des réunions, et puis ensuite les gens ont voté en ligne pour approuver ce code éthique. Ce code éthique, il dit quoi? Il dit beaucoup de choses sur le conflit d'intérêts, sur la transparence, sur l'utilisation des fonds. Mais il dit aussi que les personnes qui sont candidates s'engagent à ne pas cumuler. Il dit aussi que les personnes qui sont candidates et les fonctionnaires nommés par cela sont révocables. Et donc, vous avez un code éthique qui est extrêmement exigeant et qui, ce n'est pas un hasard, a favorisé la victoire dans une des plus grandes villes d'Europe. Alors, vous savez, à gauche, on a souvent, à juste titre, l'habitude de s'observer internationalement, et nous, au PG, on adore ça, on regarde ce qui se passe à l'international, et puis voilà, on essaie de s'inspirer de ça. Moi, je suis ravie que cette expérience de code éthique, elle ait franchi les Pyrénées à une vitesse grand V. Très rapidement. Hein. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le travail international est beaucoup plus efficace. Et alors qu'en mai, Ada Colau gagnait à Barcelone avec son code éthique, voilà que quelques mois après, en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et là, je veux absolument saluer le travail formidable de Manuel Bompard, qui est ici à ma gauche, qui a été un artisan vraiment décisif dans ce travail. Vous avez un rassemblement citoyen qui a mis en premier la question de l'éthique et de la nécessité du caractère obligatoire pour les candidats de signer une charte éthique et démocratique. Cette charte éthique a été discutée, elle a été adoptée lundi. Et quels sont les partis dont les candidats l'ont signé et ont accepté? Il y a tous les partis du Front de gauche, Parti communiste, Parti de gauche, Ensemble. Vous avez le parti de Lille Languedoc, Nouvelle Gauche Socialiste. Vous avez EELV. Et puis vous avez des partis comme Peuple et Région Solidaire ou le Parti Occitan, qui sont des partis qui promeuvent la culture occitane. Enfin, régionaliste, quoi. Voilà.
Donc, c'est formidable. Parce que, imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que le poids et l'intervention citoyenne a opéré un bouleversement très rapide de la culture des partis politiques qui sont les nôtres, qui sont ceux avec lesquels nous, dans les autres régions, nous cherchons justement à créer l'alliance, à créer l'unité pour gagner les élections. Et nous devons tous non seulement remercier tous les camarades et les citoyens de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pour ce formidable travail, mais maintenant, il s'agit aussi de faire pareil. Et j'ai déjà beaucoup parlé, donc je conclurai sur ce point. Tu me diras si ça va. Ok. Il y a noté un site qui s'appelle unecharteéthiquepartout.fr. Notez, parce que c'est sur ce site que les candidats et candidates dans les autres régions peuvent signer eux-mêmes directement les mêmes engagements que la charte Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon. Finalement, c'est ce qui est le plus efficace, puisque là, l'heure passe, les élections sont en décembre, il y a une charte qui est très bien, qui prévoit donc la révocabilité, le non-cumul, la limitation aussi des mandats dans le temps. Eh bien, vous êtes candidat quelque part en France, je vous invite à aller sur le site pour engagez-vous. Et après, les gens pourront regarder qui a signé, qui n'a pas signé. C'est très important, c'est un argument électoral également. Et vous n'êtes pas candidat, vous n'êtes pas candidate, eh bien signez, parce que dites que vous ne voterez plus pour des gens qui cumulent. Vous ne voterez plus pour des gens qui n'acceptent pas le principe de leur propre révocabilité. Il y a une éthique personnelle qui est au cœur de ce bouleversement politique. Il y a aussi des choses que nous, comme citoyens, ne devons plus accepter. Parce que si nous les acceptons, nous décrédibilisons notre propre parole aux yeux du plus grand nombre. Or, c'est le plus grand nombre et sa mobilisation qui est l'enjeu de toute victoire politique. Donc oui, nous affirmons une éthique personnelle et nous sommes en capacité de signer quelque chose qui dit « Je veux que cette charte éthique s'applique partout ». Voilà. Bon. On y reviendra sans doute dans le débat. Mais la question du pouvoir citoyen, elle est évidemment corrélée à tout un tas d'autres considérations qui devront être discutées dans la Constituante pour la 6e République. Je le note, mais comme tête de chapitre, parce qu'il y a une actualité. La question des médias et la question des sondages. Quand je chemine vers l'urne un dimanche d'élection en France, c'est évident que je ne risque pas d'être arrêtée par la police ou d'être emmenée en prison. Et là, c'est une Chilienne qui nous le dit. Donc je sais ce que c'est que la dictature et d'aller en prison pour ses idées. Donc je ne veux pas utiliser des mots galvaudés. Mais en France, quand bien même je ne risque pas d'aller en prison pour mes idées, je ne peux pas dire que j'exprime une opinion politique librement. Je ne peux pas dire ça. Parce que sur ce chemin vers l'urne, je suis assaillie d'informations qui me manipulent, qui me donnent des injonctions. Et l'outil probablement le plus perfide, ce sont les sondages. Qui me disent regarde, Machinette, elle est première dans les sondages, donc il faut voter pour elle absolument, il faut faire des stratégies. Ne vote pas pour tes idées. Quoi, voter pour ses idées? Mais quelle idée? Il faut voter avec des tactiques, etc., faire des stratégies, et au final, ne jamais voter pour ses idées. Or, dans une société démocratique et libre, le suffrage, il est là pour exprimer librement une opinion politique, laquelle opinion est forgée librement. Donc il va falloir, dans la Constitution, interdire les sondages politiques. Moi, c'est ma proposition, elle est en débat. Par rapport aux médias, il va falloir relire le programme d'urgence du Conseil national de la résistance qui postule que les médias doivent être libérés des pouvoirs de l'argent. À l'heure où Bolloré a racheté Canal+, est en train de tout réorganiser, que 7 milliardaires possèdent l'ensemble des médias français, heureusement pas l'humanité, pas Politis, pas quelques-uns, mais la majorité sont aux mains de 7 milliardaires. Vous avez le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui ne dit rien par rapport à cette concentration des médias entre les mains de personnes qui ne garantissent pas l'indépendance de l'information. Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant-hier, a émis une proposition par rapport aux élections de 2017 et il a considéré qu'il fallait que la campagne aille jusqu'au samedi soir et qu'on puisse publier des sondages, y compris le samedi soir. Voilà ce que fait le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Laquelle autorité administrative, à côté d'une autre autorité administrative qui est la commission des sondages, ne fait absolument rien
pour empêcher la publication de sondages bidons. Et vous verrez, je le raconte dans mon livre, nous avons testé le processus de contrôle qui est censé être celui de la commission des sondages avec Jean-Luc Mélenchon qui était candidat à la présidentielle. Nous avons démontré qu'un sondage avait été publié en violation de la loi. Le Conseil d'État a reconnu que le dit sondage avait été publié en violation de la loi, puis après il a dit oui mais on n'est pas obligé de sanctionner. Donc vous vivez dans un pays où nos sondages sont bidons. Et il serait temps que tout le monde le comprenne. Ça n'est que manipulation. Voilà. Donc ça fait partie des choses dont nous, les citoyens, si nous sommes respectueux de notre propre dignité civique, si nous voulons vraiment nous regarder dans la glace et nous dire citoyens, alors il va falloir empêcher ces interventions extérieures sur notre propre capacité à nous forger librement, comme des êtres libres, une opinion politique en exercice de notre souveraineté. Merci Raquel. Bon, donc on l'a dit, on a essayé de le montrer par ce débat aujourd'hui, la question de la 6e République, c'est une question qui est centrale dans le projet du parti de gauche. Elle est centrale parce qu'il y a un certain nombre de nouveaux droits qu'on veut porter, et je crois que le débat d'aujourd'hui a permis d'avoir des premières discussions, des premières idées. On n'a pas évoqué tous les thèmes, on aurait pu parler des droits écologiques, on aurait pu parler, on avait invité, mais malheureusement ils n'ont pas pu venir, des gens de la Quadrature du Net, pour parler aussi de nouveaux droits, par exemple liés à la question du numérique. Parce que par exemple, cette 5e République, c'est une constitution qui a plus de 50 ans, qui, quand elle a été mise en place, était dans un monde qui est tout à fait différent du monde d'aujourd'hui, qui était dans un monde où Internet n'existait pas, qui était dans un monde où le droit à l'avortement n'était pas garanti, et encore il est attaqué aujourd'hui, qui était dans un monde où il y avait une seule chaîne de télévision. Et donc ça, c'est un certain nombre d'autres enjeux à laquelle une constitution de la 6e République devrait pouvoir répondre. Mais la constitution de la 6e République, c'est pas seulement des nouveaux droits, et quand au parti de gauche on porte la question de la 6e République, c'est pas seulement pour y porter un contenu, et c'est aussi pour y porter une méthode. Et cette méthode, c'est la méthode de la constituante. Parce que pour passer à une 6e République, ou pour modifier la 5e République, il y aurait plein de méthodes possibles. On pourrait décider de faire une petite réforme constitutionnelle. La 5e République, dont on nous vante la grande stabilité, elle a déjà été réformée 24 fois. On pourrait décider de désigner un petit comité d'experts et c'est d'ailleurs la proposition d'un certain nombre de formations politiques, des gens très intelligents qui décideraient d'écrire une nouvelle constitution. Mais à notre avis, et c'est pour ça que le parti de gauche porte la question de la constituante, ces méthodes-là, elles ne correspondraient pas à la fois aux ruptures nécessaires, et ça a été expliqué par Charlotte, et à la fois à la gravité de la crise politique que nous connaissons. Cette crise politique, c'est des ruptures de souveraineté, des viols de souveraineté qui se multiplient ces dernières années. On peut parler, et tout le monde l'a en tête, de la question du traité constitutionnel européen, rejeté par référendum et qui revient par la porte du Congrès. On pourrait parler des promesses de campagne, comme celle de François Hollande qui promettait qu'il allait renégocier le traité européen et qui finalement s'est soumis aux injonctions de Mme Merkel et qui a essayé d'attacher une petite annexe dont tout le monde sait très bien qu'elle ne change pas radicalement le contenu de ce traité. On pourrait parler des scandales à répétition, on pourrait parler du taux d'abstention grandissant qui d'élection en élection bondit chaque année et qui fait qu'aujourd'hui dans une élection importante il y a une personne sur deux ou plus d'une personne sur deux qui décide de pas se déplacer pour aller aux urnes. Et donc la question de la méthode, de comment on répond à cette crise politique, de comment on redonne de l'oxygène à notre démocratie qui est aujourd'hui complètement étouffée, c'est une question centrale. Raquel parlait des sondages, j'y reviens 2 minutes. La proposition du CSA dit on va publier les sondages jusque la veille de l'élection. Je voudrais que tout le monde se rappelle qu'on a inventé l'isoloir pour essayer de faire en sorte que la pression extérieure sur le vote soit la plus minime, pour que chacun puisse, pour qu'on puisse garantir la liberté de vote, pour que chaque individu puisse s'exprimer librement. Et en remettant les sondages, en fait, pour prendre une image et une comparaison, c'est un peu comme si on supprime l'isoloir. Si jusqu'à la veille de l'élection, vous allez avoir des injonctions médiatiques pour vous dire c'est tel parti qui va gagner, donc c'est tel parti pour lequel il faut voter, c'est tel parti qui est en tête et il est dangereux, donc il faut voter pour tel parti. Donc cette question-là, de comment effectivement on interdit les sondages, comment en tout cas pour l'instant on refuse
que les sondages puissent être publiés jusqu'au jour du scrutin est une question qui me paraît une question assez fondamentale. Cette crise politique, c'est une réalité aujourd'hui, je crois que tout le monde la constate. Et comment, en fait, manifestement, les gens ne croient plus aux règles du jeu. Et la question de la constituante, c'est comment on reconstruit ensemble des règles du jeu. Alors souvent, quand on amène ces propositions, on nous dit oui, mais les gens, ils sont d'abord étouffés par la misère, ils sont d'abord préoccupés par l'avenir de la planète. C'est vrai, sans doute, mais comme le disait Raquel tout à l'heure, quand vous portez aujourd'hui ces propositions dans une campagne, dans une bataille électorale, les gens vous disent votre programme il est intéressant, mais finalement à quoi bon? Parce que si vous êtes aux urnes, si vous êtes au pouvoir, finalement vous ne pourrez pas le mettre en application. Et donc pour nous, la question de la bataille constituante, la question de comment on permet aux citoyens de reprendre leur avenir en main, c'est une question centrale. Et d'ailleurs, quand on parle des exemples en Amérique du Sud, par exemple, en Équateur, au Venezuela, on ne peut pas dire que les difficultés sociales, elles étaient plus faibles que celles qui sont aujourd'hui en France. Et pourtant, la question première, celle qui a été portée d'abord, c'est comment on reconstruit ensemble les règles du jeu, comment on reconstruit du collectif. Pierre disait tout à l'heure, la constituante, c'est pas seulement un gadget pour écrire une nouvelle constitution, c'est aussi une manière de transformer la multitude en peuple. Comment on reconstruit une confiance collective. Comment les citoyens, le peuple aujourd'hui, écrasé par la mondialisation financière, avec le nouvel âge du capitalisme où toutes les structures de résistance sont attaquées, comment on permet de reconstruire une forme de collectif, comment on rebâtit un intérêt général. Et pour ça, la question de la constituante, en déclenchant un vaste débat public, un vaste mouvement populaire, où tout le monde s'interroge, où il y a des polémiques, des débats, où tout le monde se dit mais comment on peut se gouverner les uns les autres? Comment on peut confier une part de notre souveraineté sans doute, mais comment on peut aussi allier des formes de démocratie représentative, des formes de démocratie directe? C'est une manière de réoxygéner notre démocratie. Voilà pourquoi c'est un enjeu central pour le parti de gauche. Et cette question de la constituante, s'il y a une bataille dans laquelle on peut la mettre en avant, s'il y a une bataille dans laquelle on peut la porter, c'est la bataille présidentielle. D'abord parce que c'est l'élection qui est la clé de voûte du système, c'est l'élection qui intéresse le plus les gens qui ne sont pas bêtes, qui ne sont pas naïfs, qui savent que c'est là où réside vraiment le pouvoir. Aussi parce que la Constitution de la Ve République, si elle n'a pas prévu comment on pouvait passer à la 6e, elle a un article, l'article 11 de la Constitution, qui permet de soumettre au peuple un projet par référendum. Et donc, qui permet de mettre à distance tous les blocages parlementaires, par exemple, qui pourraient nous être opposés. Et donc, avec cet article 11 de la Constitution, un président de la Ve République qui aurait fait campagne sur la question de la constituante peut soumettre au peuple français la proposition de convoquer une assemblée constituante. Alors qu'est-ce qu'on mettrait dans cette assemblée constituante? Eh bien, par exemple, on pourrait décider que tous ceux qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale ne pourraient pas s'y présenter. Par exemple, on pourrait décider que tous ceux qui vont être dans la constituante ne pourraient pas ensuite se présenter dans les nouvelles assemblées qui seraient mises en place. Comme ça, on aurait du renouvellement, on aurait du neuf, on aurait enfin de l'oxygène dans notre démocratie, on permettrait aux citoyens de reprendre leur avenir en main. Voilà pourquoi la question de la constituante, pour nous, c'est une bataille centrale de la campagne présidentielle, et voilà pourquoi on s'y battra. Alors après, on peut dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à la présidentielle, on fait rien, et puis on attend parce que c'est la bataille centrale. Mais je crois pas du tout. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on rend cette question de la constituante majoritaire dans la société. Alors, il y a des outils pour ça. Il y a le mouvement pour la 6e République qui a été lancé, mais il y a aussi des échéances électorales intermédiaires. Et là, Raquel, elle en parlait. La question des régionales, elle est devant nous. Est-ce qu'on décide de refaire comme on fait d'habitude, ou est-ce qu'on décide, dans cette question des régionales, de faire progresser l'idée d'une rupture démocratique? Et ça passe bien évidemment par de nouvelles formes d'implication, par ce qu'on a appelé les rassemblements citoyens, qui, certes sous forme embryonnaire, sont en train de voir le jour un petit peu partout sur le territoire, qui permettent de dire oui, on a besoin de partis politiques, c'est évident, mais on a aussi besoin que les propositions politiques qu'on va faire dans une campagne électorale, on les mette en application dès la campagne électorale elle-même. Et comment on permet à chaque citoyen qui est intéressé par notre projet politique, qui a envie de chasser l'oligarchie, qui a envie de reprendre son avenir en main, comment on lui permet d'avoir un rôle, y compris dans la campagne électorale. C'est pour ça qu'on développe des méthodes d'implication citoyenne, c'est pour ça qu'on est très attaché à ces formes d'assemblées représentatives dans lesquelles les formations politiques seront représentées et dans lesquelles tous les citoyens qui ont envie de s'investir dans la bataille auront aussi leur mot à dire. C'est pour ça aussi qu'on met les questions éthiques au centre du jeu, c'est pour ça que la charte éthique qui a été développée en Midi-Pyrénées Languedoc
croustillant, mais il y en a aussi dans d'autres régions. C'est quelque chose qui doit être indispensable dans tous les rassemblements politiques dans lesquels on est engagé aujourd'hui. Voilà, donc c'est la bataille de la Constituante, la bataille centrale de 2017, de la campagne présidentielle, et toutes les échéances électorales qui nous séparent de cette élection doivent nous permettre de faire grandir cette idée et de faire en sorte qu'en 2017, quand on va se déclencher la vague d'implication citoyenne à laquelle on travaille, elle s'empare de cette question de la 6e République pour chasser l'oligarchie qui a confisqué le pouvoir. Merci. Bon, merci Manu. Alors, on ne va pas monopoliser la parole, hein, sinon ça serait vraiment un comble. C'est pour ça que nous allons ouvrir un débat auquel je crois qu'il y a un micro-baladeur qui va pouvoir vous donner la parole. Et ce pour, disons, une quarantaine... il faut qu'on ait terminé à 15h30. Alors je vous propose de prendre une salle de questions maintenant. À nouveau un tour ici parmi nous. On va faire quelques réponses. Et ensuite, on prendra une autre salle de questions. D'accord. Bonjour, donc Françoise Mangeral, je viens de Pyrénées-Orientales. Donc j'adhère à 100% tout ce que vous venez de dire, sauf que ça serait bien que ce soit aussi réel sur le plan local. J'insiste pour dire que la co-secrétaire du PG-DPO est co-secrétaire depuis sa création. Donc, au niveau du cumul de mandats dans le temps, ce n'est pas un bon exemple. Je tiens aussi à dire que pendant les élections municipales de Perpignan, nous, on était du côté du co-secrétaire, c'est-à-dire qui a décidé, nous avons décidé en Assemblée Générale d'aller contre la liste du PC alliée à la pire espèce du PS. Nous avons voté pour. Nous avons été au front avec des gens qui n'avaient jamais été encartés, et par exemple moi, mais il y avait la tête de liste de Perpignan. La co-secrétaire a menti, elle s'est mise en retrait, mais elle nous a fait des coups pourris dans le dos. Et je pense qu'on s'est ramassé, on a tout payé. On aurait eu le logo PG avec le sourire de Mélenchon, je pense qu'on aurait remporté des voix. À la finale, on s'est tous retrouvés lessivés, mis de côté. On a été accusés, jugés, condamnés sans avoir eu l'occasion de se défendre, malgré la commission de... comment ça s'appelle, je ne sais plus quoi. Et donc, on a été lâchés comme des pauvres merdes, quoi. Et qu'est-ce qui reste au PG 66? Des profs et des directrices d'école qui ne savent pas ce que c'est la vraie vie, la précarité. Nous, on est des précaires. Hein, et ces gens-là ne nous représentent pas. Donc comment voulez-vous qu'on se batte pour la 6e République si sur le plan local, ce n'est pas respecté? Moi, j'ai encore la force de me battre. Je n'ai pas d'étiquette. On a dû démissionner parce que nous n'avons même pas été convoqués à l'Assemblée Générale pour élire nos représentants. J'ai été, moi, élue co-secrétaire dans mon canton et j'ai donc été déchue de fait par cette prof d'école. Donc j'aimerais bien avoir les armes pour qu'on puisse vraiment se battre et faire du nettoyage sur le plan local, sinon ça ne marchera pas. Merci, monsieur. Oui. Donc moi j'aurais voulu réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc on parlait d'une charte éthique à signer, ce qui me paraît très bien. Le problème, c'est quelle valeur cette charte éthique pour un candidat élu, puisqu'une fois élu, tant que la Constitution n'a pas été amendée, elle n'a au final aucune valeur. Et ça pourrait être exactement comme les promesses non tenues de certains candidats actuels. Donc oui, on peut demander aux gens de nous faire confiance et leur dire « Regardez, on a signé une jolie charte », mais au final, ça n'a pas vraiment de valeur tant qu'on n'a pas amendé la Constitution, qui est à mon sens la première chose à faire. Bon, ce sera peut-être difficile sans être élu, mais voilà. J'avais aussi une autre question à propos des sondages. Vous avez parlé de les interdire, tous les sondages électoraux, c'est bien, mais même si on les interdit sur le territoire français, à l'heure d'Internet, on sait très bien que contrôler ça, empêcher ça, c'est quand même mission impossible. Enfin, donc, est-ce que vous avez des plans réels pour y arriver? Pensez mettre un Great Firewall comme en Chine? Des choses comme ça? Enfin, non mais, je sais pas.
Et puis j'avais encore un troisième truc, très rapidement. Oui, vous parliez d'une constituante. Donc la constituante, c'est une très bonne idée, mais quelle forme vous penseriez avoir pour cette constituante? Est-ce que ce serait plutôt quelque chose d'assez restreint? Est-ce que ce serait au contraire, je sais pas, quelque chose de global? Par exemple, on pourrait peut-être envisager avec les nouveaux usages numériques un équivalent de constituante, mais à l'échelle du pays, à l'aide des outils numériques disponibles. Quitte à donner à ceux qui n'en ont pas chez eux, etc., un accès via les mairies, via les écoles, enfin, voilà, pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à une espèce d'agora. Parce que sinon, enfin, c'est bien, mais il y en a qui disent il faut élire les gens, d'autres qui disent il faut les tirer au sort. Il n'y a même pas un consensus là-dessus sur ce que doit être une constituante. Moi, c'est sur l'articulation de la démocratie sur laquelle je voudrais intervenir. Comment peut-on l'articuler de l'entreprise à la nation? Parce que bon, j'ai longtemps travaillé dans la fonction publique. J'étais postier et j'ai assisté malheureusement dans ma région à beaucoup de fermetures de bureaux de poste. Or, il me semble que l'une des fils rouges de la démocratie, c'est de combattre pour un bon maillage du service public sur l'ensemble du territoire. Et il me semble que des droits de veto devraient être donnés aux syndicalistes et notamment peut-être aussi serait-il beau qu'ils puissent faire des propositions en accord avec la population. Oui, bonjour. Alors moi, je trouve qu'il y a un point qui n'a pas été assez évoqué dans le cadre de la démocratie, c'est celui du mandat. Parce que quand on vote, on donne mandat à quelqu'un. Si j'en parle, c'est parce que moi, donc je suis élue dans un syndicat, je me présente sur un programme. Et les gens, ils votent pour que j'applique le programme pour lequel je me présente. Et je trouve que vous n'avez pas mis vraiment en avant, c'est que moi, quand j'ai voté Jean-Luc Mélenchon, j'ai voté pour lui pour qu'il applique le programme d'abord, pas autre chose. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on voit que il y a des réformes de retraite qui apparaissent, qui n'étaient pas prévues dans les programmes pour lesquels on a voté. Le pacte de responsabilité, moi, il n'était pas prévu dans le programme de Hollande. Et là encore, on prenait une réforme du Code du travail, il n'y était pas. Et je pense que c'est quelque chose de très important, c'est que dans une 6e République, il faudra que les gens ils votent et que le programme, ils ne puissent pas en dévier, sauf s'il soumet au peuple, quoi, parce que sinon, c'est pas possible. Voilà, je vais dire ça en premier. Et un deuxième point, moi ça me pose problème parce que c'est pas facile d'exercer son mandat. Moi je vois en tant qu'élu, parfois respecter son programme, on a des pressions énormes, ça veut dire qu'on n'est pas toujours majoritaire, qu'on peut se retrouver, c'est pas évident. Moi à la CGT, des fois je vote contre, et je suis minoritaire, mais bon, j'essaie de respecter plus ou moins mon programme. Et il y a aussi, je trouve, un manque d'éducation, de culture politique. Pareil, quand je me présente, les gens, ils votent pour moi, ils lisent même pas les programmes. Je fais signer des pétitions, ils signent tout de suite. Alors je leur dis, vous avez lu ce que vous signez? Non, mais c'est pour toi, c'est pour la CGT, c'est bon. Je dis, mais non, mais vous lisez quand même ce que je vous fais signer, quoi. C'est pas... faut quand même qu'on obtienne des gens qui adhèrent à la démocratie. La démocratie, ça se mérite aussi. Parce que les gens, ils ont tendance à trop déléguer, je trouve, moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui, bonjour. Alors, moi, c'était pour surtout insister sur la question, sur l'une des questions d'un monsieur avant moi, sur la convocation de la constituante, sur la convocation de la constituante dont vous parlez. Est-ce que vous voulez faire comme préconise Étienne Chouard, par exemple, le tirage au sort? Parce que selon Chouard, c'est la seule façon de convoquer la constituante qui serait vraiment démocratique. Est-ce qu'il y a un débat là-dessus au sein du parti? Est-ce que vous avez des propositions concrètes? Voilà, merci. Bonjour. Vous dites, je cite, on a besoin de partis, c'est évident. Vous avez dit ça à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas moins démocratique que de penser qu'il y a certaines institutions à relégitimer quotidiennement en permanence par le peuple, à savoir la Ve République, et d'autres pas évidentes? Est-ce qu'on renverse la table complètement ou bien on garde quand même certaines petites choses à côté de nous pour se rassurer? Alors on va refaire circuler la parole entre nous en réponse à ces questions et remarques, et ensuite on fera une salle. Raquel peut-être? Non, moi je passe la parole, je la reprendrai après. Ouais. Merci pour vos questions. Alors je vais répondre à la question notamment qui porte sur le rapport, la question de la démocratisation de la société à la nation. Alors le premier point évoqué, c'était la question des bureaux de poste, la fermeture des bureaux de poste, etc. C'est au fond là, ça soulève la question de savoir à quel point le service public est toujours en connexion avec le bien commun. Or, effectivement, on s'aperçoit que parfois les exigences administratives sont décorrélées des besoins communs de la population. Et ça, c'est aussi le problème de la reprise de pouvoir de la population sur des biens qui, pour être publics, sont avant tout des biens communs. Et ça, c'est un point important. Alors, il y a eu des cas, par exemple, notamment à Naples, de remunicipalisation des eaux, avec un rôle participatif de la population quant aux décisions. Ça s'est passé à Paris aussi de façon moins fluide qu'à Naples. Mais ça, c'est une vraie question, la question de savoir comment faire en sorte que les services publics ne soient pas captés par les intérêts de l'administration ou par les exigences de l'administration, mais qu'il y ait toujours un rôle, sinon de direction, mais au moins de contrôle de la population à qui les services publics sont censés bénéficier et qui les payent. Voilà, ça me semble être un point important, c'est-à-dire que ne pas oublier que le public, c'est d'abord et avant tout le commun. L'autre point porte sur la question de la démocratisation de l'entreprise. Et ça aussi, c'est un point extrêmement, qui me semble extrêmement important. Le problème, c'est qu'il y a déjà, on peut dire, il y a déjà de la démocratie dans l'entreprise, puisque les assemblées d'actionnaires décident par le vote avec un poids proportionnel. Mais au fond, la question, c'est la démocratie parmi les détenteurs des capitaux. Il s'agirait de penser une démocratie, pas seulement pour les détenteurs de parts, mais également pour toutes les parties prenantes. Et moi, j'entends partie prenante en un sens beaucoup plus général que ce qu'on entend en général. Au fond, c'est l'idée que, y compris les riverains, y compris dans une certaine mesure les consommateurs, quand il y a des décisions qui sont prises sur les contrats de téléphonie, etc., y compris les associations de consommateurs, soient associés au moment même, en amont et non pas en aval, pour ce qui concerne les décisions stratégiques des entreprises qui peuvent avoir des conséquences non négligeables et profondes sur la vie de chacun d'entre nous. Et c'est ça aussi la démocratisation. Il est hors de question que la démocratie s'arrête à la porte des entreprises, et notamment au nom de la capacité que la propriété des capitaux donne aux individus de monopoliser les décisions quant au bien. Et ça, je crois que c'est un point important, c'est un point compliqué, ça suppose un certain nombre de réformes de transformation qui sont en partie en réflexion, mais qui ne sont pas loin d'être abouties. Un autre point porte sur la question justement de la hiérarchie au travail, parce que toute la hiérarchie découle depuis le 19e siècle, malgré la création de la distinction entre société de capitaux et entreprise. La hiérarchie découle complètement de la propriété, puisque qui désigne la direction des entreprises,
sinon les assemblées d'actionnaires. Et ensuite, toute la hiérarchie pyramidale se constitue à partir, comme une émanation du pouvoir des propriétaires. Et ça me semble être aussi un point à repenser pour ce qui est de l'organisation du travail au sein des entreprises. Penser une autorité distribuée et beaucoup moins hiérarchique, en redonnant du pouvoir à tous les salariés, à quelque niveau qu'ils se trouvent. Et je crois que ça aussi, c'est un élément de la démocratisation dans l'entreprise. Pas seulement une décision sur le plan stratégique et général, mais des décisions à tous les niveaux sur le plan de la question de la manière dont le travail s'organise au sein même de l'entreprise. Merci Pierre. Raquel, est-ce que tu veux répondre quelques éléments? Manu d'abord. Alors, il y a eu beaucoup de questions, mais on essaye de se séparer un petit peu les réponses. Moi, d'abord, je voulais revenir sur l'intervention. J'ai dit le besoin de parti, c'est évident, et c'est vrai que cette question-là d'asséner des évidences comme des vérités et comme des opinions, de les transformer en évidence, c'est à mon avis un outil central de l'idéologie dominante. Quand vous regardez BFM TV et Télé le matin, vous avez des pseudo-économistes qui vous assènent des opinions économiques comme des évidences. Donc je retire le mot évidence sans aucun problème, parce que c'est une opinion politique et c'est pas une évidence. Alors pourquoi après c'est une opinion que je défends, le fait qu'on ait besoin de parti, parce que je pense justement que face à ce poids très important de l'idéologie dominante qui nous assène un modèle de société, des valeurs individualistes, etc., on a besoin de structures de résistance, de structures de lutte collective, et je pense qu'un parti ça sert à ça. Voilà, ça c'est. Mais effectivement c'est une opinion et c'est pas une évidence. Et je suis d'accord avec l'idée que d'asséner des évidences est contraire au principe démocratique, c'est clair, puisque quand on est attaché, y compris à la Constituante, on est attaché au débat et on ne présente pas des opinions comme des évidences. Sur une question que je trouve importante, qui rejoint un peu deux questions qui ont été faites, un peu, si on a la charte éthique, comment on peut être sûr que finalement les gens l'appliquent? Bon, d'abord je voudrais dire que quand on a travaillé ces chartes éthiques, on ne les a pas vues uniquement comme des documents où on cherche à montrer que les représentants politiques vont être honnêtes, vont être transparents, mais on cherche au contraire à les construire comme des outils qui permettent l'implication citoyenne. La camarade qui a posé une question tout à l'heure, elle disait mais une fois qu'on est élu, c'est difficile d'être fidèle à son programme parce qu'on a des pressions, etc. Et c'est clair que c'est pas parce qu'on va avoir signé une charte éthique que si on est élu et qu'on s'enferme dans une tour d'ivoire, on aura le poids, la force, le soutien populaire qui nous permettra de mettre en application notre programme. Et donc c'est clair que ces chartes éthiques, elles doivent être vues avant tout comme des outils qui, y compris après le mandat, permettent aux citoyens de venir nous pousser et de venir nous dire vous devez tenir vos engagements. C'est pour ça que dans la charte éthique dont on parle, on a prévu la question des référendums d'initiative citoyenne, la question des votations citoyennes, la mise en place de comités citoyens pour, par exemple, discuter des politiques régionales, etc. Ça ne répond pas à la question, c'est un papier. Bon, alors, c'est clair que si on fait la Constituante, si on fait la 6ème République, par exemple la question du référendum révocatoire, on l'inscrira dans la loi. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On peut par exemple, et ce qu'on a fait dans notre charte éthique, s'engager à signer la charte de l'association Anticorps, qui pareil n'est pas contraignante parce que les outils constitutionnels n'existent pas, mais qui par contre est une association qui n'est pas affiliée au PG, au PC, à Europe Écologie, je sais pas qui, et qui, si vous ne respectez pas vos engagements, vont faire une campagne médiatique sur le fait que vous ne respectez pas vos engagements. Voilà ce que je peux te répondre pour l'instant, et après c'est clair que pour que ces règles-là qui sont dans cette charte éthique deviennent contraignantes, il faudrait une réforme constitutionnelle, une réforme des collectivités territoriales. Pour pas être trop long, sur la question des sondages, pareil, question que tu as posée. Oui, on ne peut pas empêcher des sondages qui auraient lieu dans d'autres pays. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui, le jour de l'élection. Vous avez les sondages qui arrivent de Belgique, les sondages qui arrivent de Suisse, etc. C'est clair que ça, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, interdire les sondages en France, c'est empêcher les chaînes d'information qui vous bassinent toute la journée, toute la veille de l'élection, que ça va être le Front National qui va être en tête du scrutin. Donc, allez tous voter pour le camp, soi-disant, qui va être celui qui est majoritaire. Voilà. Ça permet au moins de contenir ça. Ça permet quand même de leur mettre un gros coup, leur enlever la publicité
publication dans la presse locale, leur enlever dans la publication sur les chaînes de télé d'information directe. Voilà. Alors après, effectivement, celui qui voudra aller chercher sur Internet des informations sur des sondages qui ont été faits dans d'autres pays, on ne pourra pas l'empêcher de le faire, mais je pense qu'on aura déjà attaqué le pouvoir de nuisance des sondages. Voilà un petit peu ce que moi je peux répondre pour l'instant. J'espère que j'ai rien oublié. Merci Manu. Moi je rajouterais un point à ce que tu viens de dire sur l'effectivité des chartes éthiques, c'est que dans l'hypothèse où la liste que vous avez faite gagne la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, et dans l'hypothèse peu probable où on ne gagne pas la présidentielle, et donc on n'a pas la constituante et on ne fait pas la nouvelle constitution, vous pouvez quand même mettre en place la révocabilité au niveau de la région. Hein. C'est comme ça, c'est important de le répondre. C'est-à-dire, vous acceptez le principe de votre révocabilité, et ben ça veut dire que vous acceptez qu'en Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, les citoyens, à partir de la mi-mandat, s'ils recueillent X% des signatures, je sais pas, 5, 10, 15 à voir, vous ont le droit de vous révoquer et vous acceptez ce principe. Donc, ça va bien le 10 ans. Ça serait, alors la constitutionnaliste me dit que ça serait au niveau du règlement de l'Assemblée régionale. Voilà. Voilà. Alors moi je voulais répondre sur une question qui a été abordée, qui est celle de l'impérativité du mandat. Parce qu'effectivement, une des caractéristiques de la Ve République, c'est justement le fait que aucun programme n'est respecté. Et tu parlais des retraites. Les retraites, c'est quand même l'histoire d'un naufrage démocratique complet. Parce qu'en 2007, Nicolas Sarkozy, quand il fait campagne, il dit des choses très à droite, hein, gagner plus, vous allez travailler plus, vous allez gagner plus, ça suffit les droits collectifs, en fait maintenant il faut tout faire individuellement, etc. Là-dessus, il n'a pas menti, mais il a quand même dit « je ne toucherai pas à la retraite à 60 ans ». Il avait dit ça en 2007. C'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des millions de personnes en grève en 2010 lorsqu'il a allongé la durée de cotisation. C'est aussi parce qu'il avait menti par rapport à son engagement de 2007. Lors des manifestations de 2010, donc au mouvement social, hein, c'est-à-dire on garde, il y a quand même des corps intermédiaires, des moyens d'être citoyen entre les élections, à travers les syndicats, les associations, la mobilisation, la rue. Mais pour la première fois depuis très très longtemps, en tout cas pendant la Ve République, face à une telle mobilisation, le pouvoir ne bouge pas d'un État, pas d'un État. Et Sarkozy, face à 3 millions, 4 millions de personnes en grève, ne bouge pas. Donc là, il détruit un des moyens d'avoir une incidence sur la politique. Le Parti Socialiste, à cette époque-là, se baladait dans les manifs avec des tracts en disant la retraite à 60 ans, c'est un droit, vive la retraite à 60 ans, vive la retraite à 60 ans. Donc ceux qui étaient dans la rue en 2010 et qui ont voulu chasser Sarkozy parce qu'il avait menti sur les retraites, bah, au deuxième tour, bon bah voilà, on peut penser qu'ils ont été décisifs pour la victoire de Hollande au deuxième tour. Parce que pour chasser Sarkozy à propos des retraites, ils avaient Hollande qui lui s'était baladé en 2010 dans les manifestations. Et plus, dès 2013, Hollande lui-même allonge la durée de cotisation. Donc cette affaire est un naufrage parce que tu es citoyen, tu es fidèle et tu es attaché à la retraite à 60 ans, tu passes par où exactement pour pouvoir l'imposer? Puisque tous ne respectent pas les programmes électoraux, la mobilisation, elle est niée, le peuple dans la rue, il est piétiné. Bon. Donc, effectivement, une forme d'impérativité du mandat s'impose, parce qu'elle contraste avec la faille congénitale de la Ve République. Alors, vous savez que dans notre Constitution, il est écrit que tout mandat impératif est nul. C'est l'idée que quand tu es représentant, quand tu as élu et que tu arrives dans une assemblée, tu n'as pas le droit d'être transparent. Tu n'as pas le droit de dire rien d'autre que le mandat qu'on t'a donné, puisque tu es dans une délibération. Et c'est consubstantiel à l'idée d'intérêt général. Et à la place de l'intérêt général dans la hiérarchie entre intérêt général et intérêt particulier. La raison pour laquelle l'intérêt général domine l'intérêt particulier dans la philosophie de la Révolution française, c'est aussi parce que l'intérêt général, il est délibéré, il est le fruit d'un raisonnement collectif dans lequel je peux convaincre, j'argumente, mais je peux aussi être convaincu. Or, si je vais dans une assemblée où personne ne peut bouger dans la discussion parce que tout le monde est tenu par un mandat, il n'y a plus de délibération, il n'y a que juxtaposition d'intérêts particuliers, encore une fois, des forces, des rapports de force entre lobbies, et on se retrouve dans un modèle démocratique semblable par exemple à celui des Américains, qui à cet égard ne pensent même pas l'intérêt général comme cette construction délibérante. Donc, moi je ne pense pas qu'il faille le mandat impératif pur.
En revanche, je pense que le droit de révoquer les élus crée une forme d'impérativité, en réalité, du mandat. Parce qu'on pense beaucoup que le droit de révoquer va créer une espèce de fouet en vertu duquel les gens diront qu'ils s'en aillent tous, qu'ils dégagent, une espèce d'instabilité permanente. En fait, c'est faux. Ce que génère le droit de révoquer, c'est en amont un changement de culture. Parce que si vous êtes candidat, alors que vous savez qu'après l'élection, vous êtes révocable, alors d'abord votre programme, vous l'établissez de façon collective. Vous voulez que l'élection soit une vraie délibération et pas juste une espèce de concours de beauté entre écuries. Hein. Vous faites très attention à ce que tout le monde soit un peu au fait des raisonnements. Pourquoi? Parce que derrière, si jamais on doit changer, on doit s'adapter, tout le monde est au courant des tenants et des aboutissants et tout le monde peut comprendre et accepter si on modifie la chose en cours de route. Si à l'inverse, le programme n'a pas été délibéré, eh ben, au final, c'est un problème pour celui qui doit changer un petit peu, modifier ou s'adapter. Du point de vue du citoyen, c'est la même chose. À partir du moment où on sait qu'on aura le pouvoir derrière de révoquer et donc que le programme va vraiment être appliqué, alors on vient à la discussion du programme. Parce qu'on sait qu'il va vraiment s'appliquer. Donc on fait attention à ce qu'il y a dedans. Et on vient à la réunion où on dit, mais moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait ça dans le programme. Parce que je sais que derrière, il va être appliqué. Donc en fait, le droit de révoquer, il instaure cette forme d'impérativité qui n'est pas stricte comme l'impérativité pure, mais qui est nécessaire dans une démocratie saine. Je veux juste dire à cet égard-là que dans cette délibération, c'est important que chaque personne trouve sa place. Une autre marque de notre système, c'est l'absence de représentativité au sens sociologique. Il y a dans nos assemblées plus de personnes de l'UMP et de BS qu'il y en a dans la société. Il y a plus d'hommes qu'il y en a dans la société. Il y a plus de professions libérales et de catégories professionnelles plus élevées que dans la société. Il y a beaucoup moins de Noirs et d'Arabes que dans la société. Voilà. Donc, on a une faille là qui est très importante. Et justement, l'enjeu de la constituante, c'est de donner à chacun la légitimité de venir à participer à un niveau d'égalité, c'est-à-dire moi je suis avocate, elle est prof de droit constitutionnel, mais notre voix ne signifie qu'une voix dans une discussion constituante. Chacun vient à égalité. Et c'est parce qu'on est des égaux vraiment fondamentalement dans l'exercice du pouvoir constituant qu'on remobilise aussi la classe ouvrière, les personnes victimes de discrimination qui, à force d'être discriminées, finalement, sont restées à côté. De ce point de vue, je réponds très rapidement à un camarade de Perpignan, parce que, bon, j'ai pas tout compris, parce que par ailleurs, comme tout le monde ici, je suis pas au fait des détails de la vie de tous les partis, même du mien. Mais c'est pas bien quand tu dis les professeurs des écoles, les profs et tout ça, c'est pas bien cette remarque. Parce que c'est pas parce que les camarades ont une profession qui n'est pas la tienne qu'ils n'ont pas une égale aptitude à concourir à la délibération et à l'intérêt collectif. C'est important de reconnaître l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il apporte. Quand on a parlé de la démocratie dans l'entreprise, c'est fondamental de comprendre qu'il n'y aura pas de transition énergétique réelle si les ingénieurs, les travailleurs, les ouvriers, chacun a leur place dans la place de production, dans la production, s'ils ne sont pas alertes en disant mais attention, là ce qu'on fait, ça va abîmer la planète, la nature, ça va abîmer l'écosystème. Et du coup, la façon de le modifier, c'est-à-dire le défi technique qui est posé pour préserver la nature, c'est aussi l'ouvrier, l'ingénieur, le poète, les créateurs qui vont trouver la solution. Et donc, le pouvoir ouvrier au sein de l'entreprise, c'est une condition de la règle verte et de la transition énergétique. Donc, nous devons valoriser dans la société les professions et non pas être comme ça quelque chose qui peut paraître un peu méprisant. Bon, après, pour le reste, il y a dans tous les partis des mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de changement culturel. Je n'ai pas dit de façon de donner des leçons aux autres partis. Tous les partis sont concernés, tout le monde. Et il faut savoir aussi se regarder des fois dans la glace et puis prendre les mesures nécessaires parce qu'il y a des changements culturels à opérer partout. Dernier mot sur le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est pour moi une méthode hyper efficace pour dégager tous les oligarques. Ah, c'est sûr que si vous faites une constituante dans laquelle... Attention, j'ai pas fini.
si vous faites une constituante tirée au sort, ah ben c'est sûr que vous les avez plus. Enfin, statistiquement, il y a quand même peu de chances que vous retrouviez les mêmes, là, les députés, les sénateurs actuels, les oligarques, les 440. Il y a peu de chances que vous les retrouviez dans la constituante. Donc, vous avez réglé un problème, je le reconnais. Mais vous n'avez pas répondu à un deuxième problème qui est l'apathie civique, qui est la dépossession civique, qui est le fait que les gens qui s'abstiennent ne sont pas coupables de s'abstenir, mais sont victimes de l'abstention, parce qu'on les a rejetés à force de nier l'efficacité de leur pouvoir. Or, la 6e République et la Constituante n'a de sens, n'a d'efficacité que si elle ramène les gens dans la délibération et dans la participation. Or, tirer au sort une liste, il n'y a rien de moins délibératif. Hein, régler en une microseconde une liste des gens qui vont exercer le pouvoir constituant, ça ne va pas par rapport à ce qu'on a à faire. Donc, qu'il y ait du tirage au sort pour un certain nombre d'instances, pourquoi pas, y compris, par exemple, des instances de contrôle, bon, pourquoi pas, au niveau communal et territorial, mais pour moi, la constituante, elle ne doit pas être tirée au sort. C'est important que les personnes, nos compatriotes qui veulent être dans la constituante, disent sur quel programme ils y vont. Et est-ce qu'ils vont revenir à une définition robespierriste de la propriété, oui ou non? Est-ce qu'ils sont pour le droit de révoquer, oui ou non? Est-ce qu'ils sont pour limiter le cumul des mandats, oui ou non? Est-ce qu'ils sont pour constitutionnaliser le droit à l'avortement, oui ou non? C'est quoi leur position par rapport à l'armée, par exemple, par rapport à la conscription, par rapport à l'écologie? Tout ça, il faut le dire, parce qu'il faut le dire avant d'aller dans la constituante. Et ça, c'est une élection qui permet ça, avec la sauvegarde qu'a indiqué Manu Bompard, qui est très importante, c'est qu'il faut des inéligibilités. Voilà. Il faut une liste de personnes qui sont inéligibles. Les premiers inéligibles, ça va de soi que ce sont les parlementaires de la dernière mandature, les 1000. Les sénateurs, les députés. Mais on peut rajouter, hein. Vous pouvez rajouter les PDG du CAC 40. Vous pouvez rajouter, c'est quand même un Michel Combes qui vient de prendre 7 millions pour partir d'une entreprise qu'il a cassée et qui va prendre 100 millions pour entrer dans une autre entreprise. Bon, pardon, oui, c'est peut-être des listes nominatives, hein, des listes fonctionnelles. Il y a certaines choses que vous avez faites, vous n'avez pas le droit d'être dans la constituante, parce qu'il faut assumer que la constituante n'est pas un exercice de style, c'est un mouvement d'abolition d'un régime politique oligarchique qui nous étouffe, qui nous nie, et duquel nous voulons être libérés par notre propre participation. Bien. Alors, moi je vais faire une micro-réponse à un élément qui a été évoqué, en particulier par toi. Tu as parlé de la question de la constituante et de l'implication du peuple en même temps que cette constituante. C'est-à-dire que, effectivement, on pourrait se dire, est-ce qu'avec une constituante, on ne va pas rejouer la scène de la confiscation du pouvoir par des représentants? Or, il faudrait que le peuple puisse sans arrêt pouvoir intervenir, c'est-à-dire y compris au moyen du numérique, etc. Les délibérations 2.0, extrêmement, les agora 2.0, etc. Bon, ok. Mais de toute façon, nous sommes devenus, vis-à-vis de cette oligarchie, de toute façon, enfin avec le spectacle que donne cette oligarchie, nous sommes devenus des paranoïaques de l'implication populaire. C'est-à-dire que, pour nous, le peuple, c'est l'alpha et l'oméga de la décision politique. C'est pour ça que nous organiserions dans cette hypothèse une procédure en vertu de laquelle c'est le peuple qui décide le démarrage. Oui ou non, on fait une constituante. Donc ça démarre par un référendum, article 11, tu en as parlé. Mais ça se termine aussi par un référendum. C'est-à-dire que pendant la délibération constituante, on organise des allers-retours, mais de toute façon, à la fin, c'est le peuple qui va décider si oui ou non on admet, on approuve le texte qui va émerger, qui va sortir de la constituante. Oui. Donc on a vraiment, de cette manière-là, un système dans lequel le peuple, la décision populaire, est l'alpha et l'oméga de la décision politique générale. Voilà. Donc je pense que voilà, ça c'était une réponse tout à fait brève, mais qui résume bien l'idée. De toute façon, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi moyen de se former à la 6e République, et les éditions Bruno Le Prince éditent la 6e République et son assemblée constituante, pourquoi, comment. C'est en vente dans notre librairie, vous pouvez évidemment commencer à travailler, c'est très bien fait, vous pouvez aussi prendre des notes en marge et tout, et donc dire aussi, ou débattre avec Marc Duval qui a déjà proposé un certain nombre de solutions, mais vous pouvez évidemment les remettre en cause, les discuter, etc. Bon, on va refaire une toute petite session car il y avait une question ici. Je prends 2 questions
2 questions, non, un homme, une femme. Donc, la camarade en rouge ici, et un homme. Et après, c'est terminé. Oui, bonjour. Voilà, moi, la question que je me pose, c'est à propos, justement, tout à l'heure, j'ai entendu les patrons, et le lien entre démocratie, patrons et médias aussi, parfois, et élections. Voilà, parce que quand on est face à quelqu'un, bon, moi je vais prendre un exemple, hein, quand on est face à quelqu'un comme Serge Dassault, il possède tout. Et comment faire passer les idées? Donc je pense que dans une constituante, il faut prévoir le fait que quand on a à la fois l'argent, les médias, tout à la fois, il y a un problème. Voilà. Et donc on ne peut pas tout cumuler, il faut laisser les autres décider parce qu'on est à la fois... là j'ai un petit blanc. Mais bon, on est des deux côtés, quoi. Donc du coup, nos intérêts vont passer, on va mélanger nos intérêts avec les choix au niveau décision. Ouais. Une autre et dernière question. Oui, monsieur. Vous dites on veut permettre l'implication citoyenne et créons réellement les conditions de l'implication citoyenne. Moi, il me semble qu'il faut penser à créer les moyens d'un travail citoyen pour approfondir les questions. Pour ça, il faut des lieux gratuits pour que dans chaque commune, dans chaque grande ville, il y ait des salles. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de communes. Ensuite, je pense qu'il faut même imaginer des dédommagements auprès des gens qui participeraient. Il y a des gens qui ont des familles, qui ont du travail, qui ont des enfants. Les élus, eux, ont de l'argent pour pouvoir faire leur activité. Il faudrait que les citoyens puissent aussi participer. On n'entend pas comme ça, excusez-moi. Donc je pense qu'il faut aussi avoir le droit de délégation. Par exemple, si on a un travail à l'hôpital ou ailleurs, on ne peut pas aller s'impliquer dans des réunions. Il faut penser à tous ces droits nouveaux dont vous avez parlé et insister sur le travail citoyen. Moi, je pense que la question du vote et des élus, de la représentation, ne va pas très loin. Il faut permettre aujourd'hui, il y a des moyens numériques qui permettent, par des réseaux horizontaux, que le maximum de gens participent. Absolument. Alors voilà, une réponse de Pierre et une réponse de Manu sur ces 2 questions. Merci beaucoup pour ces questions. La première question, au fond, je pense que c'est effectivement, elle témoigne effectivement du symptôme de captation du pouvoir actuel. On a le sentiment que c'est juste une captation des richesses, mais en fait c'est une captation beaucoup plus large des processus démocratiques. Et inversement, il faut prôner au contraire la généralisation des processus démocratiques, avec l'idée au fond que ce qui pose problème justement, et c'est pour ça aussi que la propriété qui est un droit de se séparer, un droit de mettre des clôtures autour de ce qui nous appartient, un droit de décider exclusivement peut être effectivement très positif quand il s'agit de son foyer, mais peut être extrêmement source de relations de domination dès qu'il s'agit des moyens de production, par exemple, mais pas seulement. Et donc, c'est pour ça que la question démocratique, concerne directement, à mon avis, la question des régimes d'appropriation des biens et la question de comment on produit du commun autour de la production et de la distribution des ressources. Et ça me semble être une question essentielle. Et puis, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant des lieux communs, je pense que c'est évidemment extrêmement important parce qu'il n'y a pas de démocratie sans commun. Ce label, cette étiquette est assez commode, mais au fond, elle pourrait être un peu, à mon avis, un signe de ralliement du mouvement de la Constituante. Comment faire du commun, comment produire du commun. Et c'est pas juste une question, effectivement, de représentation, c'est aussi une question de comment on reprend en possession collectivement de nos ressources et de nos destins individuels et collectifs. Raison pour laquelle, à mon avis, la question des droits fondamentaux, droit d'accès à l'énergie, droit d'accès à une nourriture saine, droit d'accès à un environnement non pollué,
droit d'accès au logement sont des questions centrales du contenu d'une nouvelle organisation politique que nous pouvons mettre en place et autour de laquelle nous pouvons essayer de mobiliser au maximum les citoyens pour mettre en place des débats au niveau local et à des échelons divers. Merci Pierre Creton. Pour répondre un peu à la deuxième question, et puis ça rejoint aussi des questions préalables auxquelles on n'avait pas forcément répondu, c'est très bien, vous voulez donner le pouvoir au peuple, mais en gros, est-ce que les conditions objectives, médiatiques, de précarité, d'exclusion de la représentativité et de la souveraineté font que si vous ouvrez ces cadres de discussion, les citoyens vont vraiment s'y engouffrer. Et je pense que c'est une vraie question, mais ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique. D'abord, on commence petit pas par petit pas. Si on revient sur la question des régionales, nous on a dit on va essayer de faire des réunions citoyennes où on va déjà s'interroger sur les méthodes de construction du programme, les méthodes de construction de la liste, etc. Avant même de discuter de ce qu'on va y mettre dedans, on va essayer de reconstruire ensemble déjà la manière même de permettre l'implication citoyenne. Comment on associe le citoyen à la manière avec laquelle lui-même on va l'associer dans l'ensemble du processus. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est, je pense que la constituante, on lance le travail de la constituante, ça prend du temps. Et ça n'empêche pas de prendre des mesures d'urgence. Et on peut prendre un certain nombre de mesures d'urgence qui permettent de créer les conditions d'une souveraineté, pas envie de dire rétablie, mais en tout cas qui mettent à distance les poids médiatiques, qui mettent à distance l'idéologie dominante, qui favorisent la participation de toutes et tous, par exemple en élargissant le droit de vote aux résidents étrangers, par exemple en garantissant la proportionnelle qui permet à plus de gens d'être représentés et donc à plus de gens de se sentir représentés. Donc, et par exemple, là aussi, pour faire le lien, ça c'est ce qu'on ferait dans le cadre de la Constitution, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau régional? Par exemple, dans la charte éthique dont on vous parlait, on a mis, il faut créer une instance du débat public qui va permettre que le débat public, il va prendre du temps et qui va permettre de chacun avoir accès à des arguments contradictoires, voilà, qui permettent de créer les conditions pour faire émerger la décision collective. Il ne suffit pas de dire venez dans une salle, voilà la question. Ce qu'on a constaté, c'est que par exemple tous les conseils consultatifs dans les municipalités, etc., les gens n'y vont pas. Alors après les élus disent mais peut-être qu'on va les tirer au sort et puis finalement les gens ils viennent pas. Parce qu'en fait ils n'y viennent pas parce qu'ils ont le sentiment que ça sert à rien et souvent ils ont raison, ça sert à rien. Et donc comment on crée les conditions pour que ces structures-là, elles existent vraiment et elles aient vraiment un rôle. Et pour ça, il ne suffit pas de mettre les gens autour de la table et de vous dire bon alors le banc sur l'aménagement public, on va le mettre plutôt là ou on va le mettre plutôt là. C'est plutôt comment on fait un processus collectif plus large avec des débats contradictoires, avec des arguments, avec les différentes parties qui peuvent s'exprimer et avec des méthodes de débat, et après je m'arrête là, des méthodes de débat qui s'appuient aussi sur les méthodes de l'éducation populaire, qui mettent à distance les prises de pouvoir de réunion qu'on connaît, c'est-à-dire celui qui est le spécialiste, qui sait tout. Donc après le citoyen il est là mais il ne sait pas trop quoi dire parce que finalement il ne se sent pas aussi éduqué, il ne se sent pas aussi connaisseur de la question que l'autre. Donc voilà, là il y a plein de champs de réflexion, mais c'est clair pour répondre à votre question concrètement qu'il ne suffit pas de décréter qu'on va créer l'implication citoyenne et qu'il faut le travailler au quotidien, petit pas par petit pas, et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette campagne des régionales et franchement ça porte plutôt ses fruits. Voilà. Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé au débat parce qu'elles sont la preuve qu'il est possible dans notre pays de générer la passion constituante. Ce qui est formidable, c'est quand chacun vient dans la discussion donner son avis. Ce qui est formidable, c'est pas nos interventions, c'est le fait qu'elles génèrent de la réflexion, qu'elles génèrent du conflit, de la contradiction. Faut-il le vote obligatoire? Oui, non. Faut-il le vote à 16 ans? Oui, non. Tous ces sujets, ils bousculent, ils bouleversent, et c'est ça qu'il faut absolument réussir parce que c'est la clé du chemin vers 2017. Et là-dessus, il faut montrer, patte blanche, montrer que nous sommes très inclusifs. Moi, il y a une formule qui résume pour moi bien la façon dont on veut concevoir cette nouvelle République. C'est que cette nouvelle République aussi, elle devra valoriser et se voir comme la République de toutes les croyances et de toutes les ascendances. Il y a aujourd'hui conformément dans le droit français l'interdiction de discrimination. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a un regard xénophobe qui a dominé la vie politique française depuis un certain nombre d'années. Et on le voit avec
maintenant la façon dont est traité le sujet des réfugiés, il y a un changement de regard un peu qui se joue en ce moment. Et il y a ce changement de regard, il va falloir qu'il soit inscrit dans la Constitution. Oui, nous sommes fiers d'avoir une France de toutes les croyances, de toutes les ascendances. Chacun a sa place et chacun dispose du pouvoir constituant. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci Raquel, merci Pierre, merci Manu Bompard, et merci à vous qui avez animé aussi cette séance. Et évidemment, je ne peux que vous dire de vous préparer à l'événement de la fête de l'humanité qui va avoir lieu d'ici une petite heure, c'est-à-dire le grand sommet internationaliste pour un plan B qui va se tenir ici. Oh, c'est une anticipation, bien sûr, avec Oscar Lafontaine, de Die Linke, Yanis Varoufakis et Zoé Konstantopoulou et Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Donc, nous serons ici avec...